Bonjour à tous. Cette séance, on va voir l'extraction manuelle des caractéristiques de la vidéo. Ce serait une séance qui est commune entre la première partie de l'analyse de l'image et la deuxième partie qui est en fait l'analyse de la vidéo. Donc là, si vous vous rappelez bien, la première partie, on s'arrêtait dans la deuxième étape qui est la segmentation. Et on a dit qu'il y en a une autre étape qui est la reconnaissance. C'est-à-dire là, une fois que l'objet est segmenté, en fait, on devrait reconnaître l'objet. Il s'agit de quel objet? Est-ce que c'est une pompe, c'est une porte, c'est une fenêtre, etc., etc. Donc là, il faut reconnaître l'objet. Voilà, donc la même chose pour la vidéo, la reconnaissance des objets dans la vidéo. Et donc là, pour faire la reconnaissance, on devrait passer par une étape intéressante qui est l'extraction des caractéristiques, un vecteur de caractéristiques, ou bien ce qu'on appelle en anglais feature extraction. Ok, voilà. Je vais rebondir sur les images ou bien sur les vidéos qu'on a traitées au cours normalement de ce cours-là. Et je vais commencer par la première vidéo qui est en fait un match de football par exemple. On a dit que normalement ce match de football, on peut le rendre sous forme d'un problème de big data. C'est-à-dire là, on peut extraire énormément d'informations à partir de ce match de football, à l'instar par exemple combien un joueur a parcouru en termes de distance, combien il a fait de passes réussites, combien il a fait de passes échouées, etc. Voilà, donc là, on peut collecter énormément d'informations. Mais là, pour le faire, en fait, on devrait reconnaître les joueurs tout d'abord. C'est-à-dire là, si j'ai un joueur, je devrais savoir quel est son nom. Et comme ça, je devrais normalement affecter ces informations à ce joueur-là. D'accord? Et donc là, pour cela, on a en fait deux manières. Donc la première manière, c'est ce qu'on va voir cette séance, c'est l'extraction des caractéristiques de ce joueur-là d'une manière manuelle. D'accord? Ça veut dire, je peux par exemple me baser de la hauteur des joueurs, je peux me baser sur la largeur, je peux me baser sur la couleur. Donc là, je peux me baser sur des caractéristiques propres à un joueur bien déterminé. Et comme ça, on va normalement à travers un classifieur, je pourrais par suite reconnaître un tel joueur. Bien sûr, cette étape-là, ça vient après l'étape préliminaire de normalement la suppression de l'arrière-plan. C'est-à-dire là, je vais garder uniquement des objets qui sont mobiles, d'accord, que je vais les encadrer avec des rectangles. Et là, je vais normalement, à travers quelques caractéristiques que nous allons voir dans cette séance, on va voir quels sont les types de caractéristiques que je pourrais extraire. Je vais normalement pouvoir, à travers un classifieur, je vais pouvoir dire quel joueur s'agit-il. Je vais reconnaître le joueur. Et par conséquent, les informations relatives à ce joueur-là seront stockées et seront attribuées à ce joueur-là. Voilà, un deuxième exemple, je vais prendre par exemple les gestes de la main. Donc, bien sûr, là, je vais isoler la main, l'objet mobile, et par suite, je vais extraire quelques caractéristiques, vous voyez, donc là, je vais extraire quelques caractéristiques de la main qui va nous aider, ou bien qui va aider l'ordinateur à bien, normalement, reconnaître quel geste cet homme a fait. D'accord? Et donc là, c'est pas la peine de faire passer la vidéo entière, ou bien c'est pas la peine de faire passer l'image entière. Donc là, on va justement extraire que les informations qui sont pertinentes. C'est-à-dire là, au lieu de faire passer la main entière, je vais justement passer uniquement quelques caractéristiques de la main. Voilà. Troisième exemple, la reconnaissance de visage. Et là, en fait, si vous vous rappelez bien, j'ai partagé une application avec vous
sur WhatsApp, là, en fait, une application qui permet en fait de faire un paiement sans carte bancaire, sans donner donc de l'argent en espèces. Donc justement en faisant reconnaître le visage et après donc, on va débiter le montant hein, d'une manière automatique de son compte bancaire. Et là pour reconnaître le visage, là on ne donne pas toute l'information au classifieur parce que ça serait gourmand, c'est énormément d'informations, surtout lorsque je parle de la vidéo. Là, je vais extraire quelques informations sur le visage et je la passe à mon classifieur. Et mon classifieur, elle va me dire, c'est-à-dire, il va reconnaître en fait la personne. D'accord? Et en faisant la reconnaissance de la personne, je peux, bien sûr, là, je peux me référer de son compte bancaire. Donc là, je suppose qu'on a déjà une base de données hein, dans laquelle j'ai en fait, j'ai par exemple le nom avec le compte bancaire. Et là, je vais directement passer la commande pour débiter en fait le montant de son compte d'une manière automatique. Voilà. En fait, lorsque je parle de future extraction ou bien l'extraction d'un vecteur de caractéristiques, bien sûr, ça va nous servir après pour qu'il soit un entrée d'un algorithme de machine learning. C'est le classifieur qui va classifier en fait et qui va reconnaître l'objet. Là, en général, donc là, si je veux parler de machine learning, en fait, c'est un domaine d'informatique qui donne aux ordinateurs la possibilité d'apprendre sans être explicitement programmé. C'est-à-dire là, je vais pas apprendre à l'ordinateur toutes les données, en fait, mais là, je vais me baser sur une base déjà existante. D'accord? Bon, dans ce cas-là, je vais parler d'un apprentissage supervisé, c'est-à-dire une base de données étiquetée. Donc, en utilisant un algorithme de machine learning, d'accord, je vais pouvoir établir un modèle. Et ce modèle-là, donc là, ça serait normalement, à partir de ce modèle-là, je vais normalement pour un nouveau échantillon, je serai capable, en fait, si je le passe à travers ce modèle-là, je serai capable de prédire ou bien de reconnaître en fait l'objet. C'est ça. Donc là, en général, on a deux étapes. Une étape d'entraînement dans laquelle j'ai une base de données déjà existante hein, et je vais faire entraîner mon modèle. D'accord? Et là, lorsque je termine mon entraînement, je vais passer à l'étape de prédiction, c'est-à-dire lorsque le modèle est prêt, maintenant je vais normalement l'exploiter pour n'importe quel échantillon, pour n'importe quel nouveau échantillon, et normalement le modèle serait capable de prédire normalement et de classifier en fait les données ou bien le nouveau échantillon. Voilà. Donc là, lorsque je parle des types d'apprentissage, il y en a plusieurs. Là, je vais normalement présenter l'essentiel. En fait, je parle de l'apprentissage supervisé lorsque j'ai déjà normalement une idée sur normalement les bases de données. C'est-à-dire, la base de données, elle est déjà étiquetée. Si je prends par exemple un visage, le visage, normalement, déjà, elle a un nom. C'est-à-dire, chaque donnée, chaque objet, normalement, elle est étiquetée. Ça possède normalement un nom. C'est-à-dire là, en faisant l'entraînement, hein, normalement, je connais dans la sortie normalement, de mon algorithme de machine learning, je connais déjà, en fait, normalement, la sortie hein, désirée, en fait. D'accord? Et donc là, je peux donner un exemple des emails, par exemple, la classification des emails. D'accord? Je suppose que j'ai déjà une base de données des emails qui ont déjà des étiquettes. Et là, je vais calculer et je vais normalement faire entraîner un modèle qui serait capable par suite de classifier les emails. Par exemple, est-ce que normalement c'est un spam, est-ce que c'est un email spam ou bien c'est un email ordinaire, etc. D'accord? Mais là, je suppose, dans
ce type d'apprentissage supervisé que les données de la base de données sont déjà étiquetées. Deuxième type d'apprentissage, je vais parler de l'apprentissage non supervisé. D'accord? Et dans ce contexte-là, j'ai aucune information sur les données de départ. D'accord? C'est-à-dire là, les données de départ ne sont pas étiquetées. Et je crois qu'on a déjà entamé des exemples normalement dans ce sens-là. Lorsque on a vu le k-means, lorsqu'on a vu le GMM. Donc là, normalement, on n'a pas des données qui sont étiquetées. D'accord? On prend des données dans un espace et on essaie de chercher en fait des groupes sans avoir des étiquettes au départ. Donc un autre type d'apprentissage, c'est un apprentissage par renforcement. C'est-à-dire là, je vais me baser sur le feedback et la récompense. Ça veut dire là, je vais par exemple, à chaque fois que normalement je vais faire apprendre le modèle au cours de l'exécution. C'est-à-dire lorsque je vais faire donc un acte qui est positif, là je vais récompenser. Lorsque je vais normalement faire un acte qui est négatif, là je vais normalement dire que c'est faux. Et en fait, normalement ça c'est un type d'apprentissage qui est inspiré de l'être humain. Donc ça c'est la manière avec laquelle on éduque les petits enfants. D'accord? Donc là je donne donc à chaque fois qu'il donne par exemple une réponse qui est juste, normalement on donne des récompenses. Et normalement, ça c'est un type d'apprentissage utilisé dans normalement ce jeu Go, qui est normalement très réputé. Voilà, donc là, ce sont les trois types d'apprentissage les plus utilisés. Donc là, je peux dire par exemple la classification, apprentissage supervisé. Donc là, par exemple, là j'ai des textes. Et je suppose que j'ai déjà une base de données qui est étiquetée. Par exemple, des textes. Un texte appartient à classe A, un autre texte qui appartient à classe B. Et là, je vais normalement entraîner un modèle qui serait capable par suite, si je donne un nouveau texte, d'accord? Est-ce que normalement ce texte-là appartient à la classe A ou bien à la classe B? Donc, un deuxième type, normalement, c'est la régression. Donc là, je parle de la classification lorsque normalement il s'agit normalement des classes qui sont en fait discontinues. C'est-à-dire là, j'ai par exemple classe A, discret, des valeurs qui sont normalement discrètes. Normalement, ce sont des classes qui sont discontinues. C'est-à-dire classe A, classe B, classe C, etc. Ou bien par exemple un objet, par exemple ça c'est un chat, chien, etc. Donc là, j'ai des classes. Mais là, je parle de la régression. Lorsque normalement j'ai des valeurs linéaires, c'est-à-dire là lorsque je cherche un modèle, d'accord, et à travers ce modèle-là, je vais chercher normalement une fonction qui est continue. Donc là, si je veux donner un exemple, je vais prendre par exemple, je ne sais pas, des valeurs qui sont continues. Par exemple, si je veux à partir de la taille, à partir du poids, d'accord, à partir du sexe, en femme, là je peux prédire par exemple l'âge. Je ne sais pas, donc là, normalement, ça ce sont des valeurs qui sont continues. D'accord? Donc là, ce ne sont pas des tranches d'âge, mais normalement, c'est une fonction qui est en fait continue. Bon, là, le clustering, je crois qu'on a déjà abordé ce problème-là. Donc là, j'ai un regroupement des échantillons sous forme des groupes. Et là, je parle en fait de l'apprentissage non supervisé. Bon, pour ces deux cas-là, la classification et la régression, normalement, ça fait partie de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire là, même dans la régression, j'ai déjà en fait des données qui sont déjà étiquetées. Voilà, donc là, ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, donc là, je suppose que j'ai déjà une base de données étiquetée, par exemple, ça c'est 7, et là, je donne par exemple l'image, mais donc là, en contrepartie, j'ai la valeur 7 ici. Ça veut dire là que je sais que ça c'est 7, je sais que ça c'est 2, donc ça c'est 1.
Donc là, j'ai deux colonnes. J'ai par exemple l'image et j'ai juste à côté, en fait, j'ai la valeur réelle. D'accord? Donc là, à partir de cette base de données, je vais normalement l'appliquer sur un algorithme. Je vais utiliser un algorithme d'apprentissage, un algorithme de machine learning, en se basant sur normalement ces deux colonnes-là. Colonne normalement, ici par exemple, je prends l'image et à côté là, j'ai la valeur réelle. Et là, je vais normalement établir un modèle. D'accord? Donc ça, c'est la phase en ligne, la phase d'entraînement. Et après, donc là, je vais passer à la prédiction. Donc là, je vais donner une nouvelle entrée, un nouveau échantillon. Je donne ça. Pas forcément, ça se trouve dans la base de données. D'accord? Donc là, ça, a priori, ça ne se trouve pas dans la base de données. Ça, c'est une nouvelle entrée. Par exemple, là, je suis en train de, normalement, de faire la reconnaissance des chiffres écrits à la main. Et là, je vais faire la passer vers, donc là, à mon modèle pour prédire quelle classe. C'est-à-dire là, est-ce que c'est 1, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9 par exemple. D'accord? Donc c'est ça l'apprentissage en fait supervisé. Bon, d'une manière générale, nous aimerions donc normalement prédire une valeur t à partir d'une observation x. Donc là, ça c'est l'observation x, ça c'est la nouvelle entrée. Et là, je veux normalement avoir en fait une valeur prédite. D'accord? Sachant que là, lorsque je vais faire l'entraînement, lorsque je vais faire l'apprentissage, je vais calculer ce qu'on appelle les poids. D'accord? Donc là, ça, ce que je génère ici, ça c'est mon modèle. Ça c'est mon modèle. Ça, ce sont normalement, ça c'est là-bas, normalement, ce que je vais faire entrer, là, les entrées. Et ça, ce sont en fait les poids que normalement j'ai calculé à partir de mon modèle. Bon, si t est continu, comme je disais tout à l'heure, par exemple, je vais prendre la taille, le poids, et là, il va me donner donc normalement une valeur continue, comme par exemple l'âge. Donc là, on parle d'un problème de régression. Si normalement c'est discret, on parle de classification. Bon, si normalement c'est un nom, chat, chien, etc. Ou bien 0, 1, 2, 3, comme tout à l'heure. Donc là, normalement, ce sont des valeurs qui sont discrètes. Et là, je parle d'un problème de classification. Bon, le problème, en fait, de l'apprentissage, c'est de trouver, en fait, ces W-là, qui sont, en fait, les poids, qui vont normalement pouvoir me servir pour faire la prédiction. Bon, en général, donc là, en vision par ordinateur, là je pars en vision par ordinateur, que ce soit pour l'image, pour l'analyse de l'image, ou bien pour l'analyse de la vidéo, les algorithmes les plus utilisés en machine learning, en fait, c'est le KNN, le cas plus proche voisin. Donc là, à partir normalement d'une nouvelle entrée, je vais chercher normalement le voisin le plus proche, et comme ça je vais dire est-ce qu'il appartient à cette classe-là ou bien à l'autre classe. Donc là, selon la distance. Normalement, ce sont des classifieurs génératifs linéaires, des classifieurs bayésiens. Normalement, on a des classifieurs discriminatifs linéaires. On a des réseaux de neurones, ou bien des réseaux de neurones profonds, le deep learning, on va le voir la séance prochaine, Inch'Allah. Et on a les arbres de décision, d'accord? Et on a le SVM, Support Vector Machine. Donc là, on cherche l'hyperplan qui sépare en fait normalement les classes. Voilà. Donc là, normalement, en fait, ce sont les modèles les plus utilisés dans le contexte de la vision par ordinateur. Et normalement, ce sont des classifieurs qui sont les plus utilisés. Ceci dit que lorsque normalement je vais utiliser l'un des classifieurs, il faut normalement avoir un vecteur de descripteur. C'est-à-dire l'entrée en fait, ce sont des vecteurs de descripteur. Là, je ne vais pas faire entrer toute l'information, c'est impossible de le faire parce que normalement, ça va prendre énormément de temps pour faire apprendre. Donc là, c'est pas comme le cerveau humain. D'accord? Donc là, nous sommes capables
de faire l'apprentissage avec des temps d'information pour l'ordinateur. Donc ça, c'est normalement, c'est une tâche qui est fastidieuse. Donc c'est pratiquement impossible de faire apprendre avec des tonnes d'informations à la fois. Donc c'est pour cela que normalement en général, donc on passe à travers des vecteurs caractéristiques, des informations pertinentes que nous allons extraire, et ça serait en fait l'objet de cette séance. Voilà. Pour le deep learning, normalement c'est une révolution. C'est une révolution en termes de taux de réussite. Normalement, ça dépasse largement le machine learning. Mais en fait, c'est une révolution qui est due en fait de l'évolution des caractéristiques de l'ordinateur. Actuellement, on possède des ordinateurs qui sont très très sophistiqués et qui nous a aidé en fait à augmenter le challenge. C'est-à-dire là, on passe énormément d'informations au lieu de passer un vecteur caractéristique. Voilà. Donc là, ce que nous allons voir à travers le deep learning, et ce sera normalement l'objet de la séance prochaine, qui serait la dernière séance, c'est en fait ce que nous allons voir, c'est que au lieu de faire passer, c'est-à-dire là, si je compare le machine learning avec le deep learning, donc là, au lieu de faire ça, c'est le input. Si je prends par exemple ça, c'est l'image. Je devrais passer par feature extraction, l'extraction des vecteurs caractéristiques. Et là, je vais normalement utiliser un classifier, comme par exemple le réseau de neurones. Et là, je vais avoir une classe à la fin. Le output, normalement, c'est la classe. Est-ce que c'est car or not car? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais donc là, pour le deep learning, qui en fait, c'est un sous-champ de machine learning. Ça fait partie de machine learning. Justement, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a augmenté en fait les couches intermédiaires, ce qu'on appelle les représentations intermédiaires. Et donc là, on a augmenté les représentations intermédiaires de telle manière à ce que on va pas faire l'extraction des features de manière manuelle, mais normalement c'est le réseau qui va le faire. C'est-à-dire là, vous avez le input, le réseau va faire à la fois l'extraction du caractéristique, et par suite, elle va faire la classification. C'est-à-dire là, lorsque on va faire la classification, on va faire un vecteur, on va passer un vecteur caractéristique qui est extrait à travers les représentations intermédiaires de notre modèle. D'accord? Et donc là, normalement, cette révolution, comme je disais tout à l'heure, elle est due à l'augmentation des performances des ordinateurs actuels. Voilà, donc là, si vous fournissez donc au système des temps d'information, elle va commencer à comprendre et réagir de manière très efficace. Ceci dit que ici, on devrait avoir des temps d'information pour avoir un très bon résultat, parce que là, l'extraction elle est faite d'une manière automatique et à base des informations qu'on va normalement passer à notre modèle. Voilà, donc là, ça c'est normalement un type d'apprentissage avec le deep learning, donc un type spécifique avec normalement le CNN, ce qu'on appelle le CNN, Convolutional Neural Network. Normalement, ça je suppose ça c'est l'image d'entrée, et là on va faire plusieurs convolutions, et on a vu la convolution en fait dans le cours de filtrage des images. Donc là, on va normalement faire des convolutions à travers normalement des filtres, et on va réduire la dimension sur 2. À chaque étape, on divise en fait les images sur 2. Et on va faire la convolution. On va faire donc la convolution une deuxième fois. Après, donc on va réduire les dimensions, et à la fin, donc là, on va aplatir ce vecteur-là sous forme un vecteur 1D. Qui serait normalement l'entrée d'un classifier réseau de neurones fully connected, entièrement connecté, et qui va donner en fait le résultat. Donc ça serait normalement, on a déjà anticipé, ça serait l'objet en fait de la séance prochaine. C'est juste normalement pour comprendre que il y a deux manières pour faire l'extraction de vecteurs caractéristiques. Voilà, on arrive maintenant à l'extraction manuelle des caractéristiques. Dans l'image et dans la vidéo. En fait, si je parle du domaine spatial,
domaine spatial, c'est le X, Y, c'est l'image. Donc, il y en a des caractéristiques comme par exemple le SIFT, SURF, le Hard Futures, le HOG, le LBP, le Harris. Donc là, on va essayer de décortiquer la plupart de ces caractéristiques, en fait, ces vecteurs caractéristiques. Si je parle de spatio-temporel, là, je parle du contexte vidéo. C'est-à-dire là, vous avez le spatial et vous avez le temporel. Normalement, ce sont les images dans le temps. Donc là, je parle de HOG top, je parle de LBP top, je parle de HOG HOF, je parle de Harris 3D, etc. D'accord? Donc en fait, on va jeter un coup d'œil sur les caractéristiques, comment on peut établir ces vecteurs caractéristiques. C'est très intéressant parce que par suite, vous allez les utiliser. Il faut savoir derrière comment les paramétrer. Voilà, donc là, les caractéristiques spatio-temporelles d'une vidéo. Normalement, les caractéristiques de forme et de mouvement. Là, je parle de la structure et le changement dans le temps. C'est-à-dire là, en fait, pour la vidéo, c'est pas pour l'image. Donc, pour l'image, on va exploiter uniquement les informations spatiales. Mais pour la vidéo, donc là, au-delà des caractéristiques de forme, c'est-à-dire là, les caractéristiques spatiales, on a aussi les caractéristiques de mouvement des objets. D'accord, dans le temps. D'accord. Et là, on peut parler de détecteur de caractéristiques à Harris 3D. Donc Harris 3D, normalement, ça permet de détecter les caractéristiques en 3D. On peut parler aussi d'un descripteur de caractéristiques HOG et HOF. Donc là, on va les voir. Donc là, je ne vais pas anticiper. On va les voir dans le cours. Voilà, donc là, les caractéristiques texturales. Donc là, qui est basé en fait sur les textures. D'accord. Là, normalement, on parle de changement de régularité statistique dans le temps. D'accord? Donc ça, normalement, on va voir un descripteur spécial, le LBP, dans le cas de l'image. Et on va voir le LBP top dans le cas de la vidéo. Voilà. Donc il faut savoir que pour dire que ça, c'est un vecteur caractéristique, il faut normalement qu'il ait en fait trois conditions qui sont absolument importantes. Bon, les trois conditions, c'est que en fait un vecteur caractéristique, il devrait être absolument invariant vis-à-vis le changement d'échelle. Si je change l'échelle, c'est-à-dire là, si je réduis ou bien si j'augmente l'échelle, normalement, le vecteur de caractéristique devrait être invariant vis-à-vis le changement d'échelle. Il devrait être invariant vis-à-vis la rotation. Même si je rote par exemple l'image, je devrais avoir le même vecteur caractéristique. Et il devrait être invariant aussi vis-à-vis le changement de l'illumination. C'est-à-dire là, si j'augmente et je diminue donc là la luminance, là le vecteur caractéristique ne devrait pas être changé. Voilà, donc ça c'est parmi les caractéristiques en fait d'un vecteur de caractéristiques. C'est que normalement, il devrait normalement répondre à ces exigences-là pour dire que voilà, ça c'est un bon vecteur caractéristique. Donc là, le premier vecteur caractéristique, je vais parler de Harris. Donc là, normalement, Harris 3D, c'est une extension de Harris. Ça, c'est normalement, ça c'est un ancien vecteur caractéristique. Ça, c'est un ancien vecteur. Ça permet en fait de extraire ce qu'on appelle les corners. En fait, on se base sur la dérivée seconde, justement pour détecter les corners. Et donc là, ça va donner en fait des vecteurs caractéristiques spatiales qui représentent en fait les corners des objets. Donc là, je peux normalement extraire des corners. Là où il y a normalement un changement normalement dans la courbure, donc là, ici, normalement, ça c'est un point corner, il serait détecté par le Harris. Et donc là, si je le fais normalement introduire dans le cas de la vidéo, c'est-à-dire là, si j'ajoute la dimension du temps, donc là, on parle de l'extension de Harris, c'est le Harris 3D. D'accord?
Le SIFT, donc là on va essayer de décortiquer donc, le SIFT. Bon, le SIFT en fait normalement c'est un vecteur caractéristique très répandu, très utilisé. Ça permet en fait de détecter quelques points caractéristiques et chaque point on va lui attribuer en fait un vecteur caractéristique. Voilà, donc là on aurait, donc au lieu de normalement d'avoir des vecteurs caractéristiques sur tous les pixels, normalement on va normalement extraire quelques points caractéristiques, d'accord? Et ces points caractéristiques, chaque point, je vais normalement avoir un vecteur derrière, un vecteur caractéristique. D'accord, donc là pour le faire en fait, on devrait construire un pyramide d'images convoluée par un filtre gaussien. D'accord? Donc là, je prends l'image originale et je vais normalement la convoluer par un filtre gaussien. D'accord? Et je vais la convoluer avec un autre filtre gaussien. Sachant que les filtres gaussiens, en fait, normalement, ça suit un ordre croissant. Bon, souvent, on utilise donc là une suite géométrique de paramètres k. Donc là, si je prends par exemple le k à la puissance 1, si je prends par exemple k est égal à 2, 2 à la puissance rho, normalement, ça va suivre cette suite géométrique. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'image originale et je vais la convoluer par un filtre gaussien, sachant que ici, là, l'écart type ici, ça varie suivant en fait un ordre croissant. Bon, ici, par exemple, si je prends ce cas-là, par exemple, si je prends ρ, ici, donc là, si je prends 4 niveaux, donc là, le ρ, ça va varier de 0 jusqu'à 4. Ça, c'est l'image originale. Ça, c'est la première convolution. Deuxième, troisième, quatrième convolution. Et là, on peut dire que ça, c'est 2 à la puissance ρ. Sachant que ρ, en fait, normalement, ça varie de 0 jusqu'à 4. Ça veut dire que la première convolution, c'est normalement c'est 2 à la puissance 0, c'est 1. Normalement, c'est sigma. Deuxième convolution, ça serait, en fait, c'est 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 sigma. Deuxième, normalement, troisième convolution, ça serait en fait, c'est 2 à la puissance 3, c'est normalement c'est 8 sigma, c'est 2, normalement c'est 4 sigma, 8 sigma, etc. Et par suite ici, donc ici c'est le D, c'est la différence entre en fait les niveaux qui sont adjacents, c'est-à-dire le premier niveau avec le niveau 0, deuxième niveau avec le niveau 1, troisième avec 2, et ainsi de suite. Donc ça c'est la différence entre les niveaux. Voilà, donc là, si je fais la différence, ça va donner D1, ça c'est la première différence, c'est entre le L0 et le L1. D2, c'est entre le L1 et le L2. D3, c'est entre le L2 et le L3, c'est-à-dire le L3 moins L2. Voilà, donc là, pour dire en fait, pour dire que un point dans une couche, par exemple, DK, dans la couche par exemple, je disais par exemple D2, sachant que je devrais normalement avoir une couche avant et une couche après. D'accord? Donc là, je ne peux pas le calculer sur D1 parce que je n'ai pas une couche avant. Donc là, je vais calculer uniquement sur D2. Donc là, pour dire que, ou bien pour trouver les points SIFT à l'intérieur de normalement cette couche D2, il faut que normalement, si je fais un filtre, il faut normalement que ce point-là devrait être un extrémant. D'accord? Les points sélectionnés par SIFT sont les maxima et les minima, c'est-à-dire des extrémas locaux de la fonction dk. Donc là, ici, si je prends par exemple une fenêtre de 3, 3 par exemple, donc là, si normalement c'est ce pixel-là, c'est un extréma, c'est-à-dire c'est un maxima ou bien un minima. Donc là, je vais prendre le correspondant dans le D1 et dans le D3. Donc il faut normalement qu'il soit ici un extréma et ici il faut qu'il soit donc aussi ici un extréma. Donc là, si ça vérifie cette condition, c'est-à-dire extréma ici et là, je vais dire que ce point-là, c'est un point SIFT. Donc là, c'est pour cela qu'on disait que normalement, ça devrait être invariant dans les échelles. C'est-à-dire l'échelle 1 et l'échelle 3. Donc là, je devrais normalement le trouver dans les trois échelles. Ok? Donc ça, normalement, je vais calculer tous les points SIFT à l'intérieur de
de D2. Donc là, on va balayer l'image, on va balayer normalement ce niveau-là. Hein, et à chaque fois que je trouve ici un extréma, je vais voir la correspondance dans les niveaux adjacents. C'est-à-dire ici le niveau adjacent c'est D1, ici D3. Supposons ici j'ai D4. D'accord? Donc là, je peux chercher les points shift au niveau de D2 et je peux chercher les points shift au niveau de D3. Mais cette fois-ci, au niveau de D3, je vais chercher les extrémas ici qui doivent être dans D2 ici et dans D4 aussi. Voilà. Maintenant, lorsque je trouve les points shift, chaque point shift, je devrais lui attribuer un vecteur caractéristique. Et donc là, pour attribuer un vecteur caractéristique, on va utiliser un histogramme des orientations dans un voisinage. Vxk, du point clé. Les points clés, ce sont les points shift, hein, en fait, qu'on a calculé déjà hein, dans l'étape précédente, à l'échelle sigma. À l'échelle sigma, ça veut dire, par exemple, si je prends ici, c'est dans cette échelle-là. Donc là, je pars, par exemple, dans cette échelle-là. Ça, c'est l'échelle sigma, par exemple. Si je calcule les points shift dans cette échelle-là D3, supposons que ici, j'ai normalement D4. Donc là, je pars ce sigma de cette échelle-là. Sachant que, normalement, les sigma, ça varie, en fait, d'une manière, avec une suite géométrique de l'ordre de, normalement, de 2 à la puissance ρ. D'accord? D'une manière, normalement, croissante. Voilà, donc là, comment je vais, là où il était détecté en fait, comment je vais construire l'histogrammes. Donc là, je vais convoluer, normalement, je vais prendre le L, c'est-à-dire la convolution avec le sigma. Là, on a détecté en fait notre shift, notre point shift. Je vais le convoluer avec l'image. Et par suite, je vais prendre dans le voisinage, par exemple, lorsque je prends ce point-là, je vais prendre les voisins. Hein, je vais prendre les voisins et je vais calculer pour chaque pixel, je vais calculer le vote pour l'orientation. C'est-à-dire là, je vais calculer les orientations. Les orientations, en fait, je vais calculer, c'est l'arc tangente. Là, je vais calculer la variation suivant Y sur la variation suivant X pour calculer l'orientation du gradient. D'accord? Donc là, normalement, ça c'est l'orientation. Et là, je vais faire en fait le vote, c'est-à-dire là, je vais construire un histogramme en se basant sur ça. On va le voir tout à l'heure. Et normalement, on peut calculer en fait le poids. On peut attribuer en fait le poids. C'est-à-dire là, on peut, normalement, pour construire l'histogramme, on va se baser sur l'orientation, mais aussi on va se baser sur le poids. Et pour calculer le poids, je vais normalement me baser sur la norme. D'accord? Et là, je peux normalement donner, ou bien je peux ajouter un autre terme, hein, qui va normalement donner plus de poids aux pixels qui sont proches vers le point shift. D'accord? Donc là, si je prends le point shift et si j'ai des voisins, donc là, je vais donner plus d'importance normalement aux voisins les plus proches. Ça veut dire si normalement c'est le x, elle est loin de xk. D'accord? Donc ça tend vers plus l'infini, le moins c'est le moins infini. Et donc là, si je fais l'exponentielle, ça tend vers 0. C'est-à-dire là, je vais affaiblir ce poids-là. Donc du coup là, je vais affaiblir les poids hein, des pixels qui sont les plus loin de normalement du point shift. D'accord? Donc là, je donne plus d'importance. En fait, je donne plus d'importance hein, normalement aux pixels qui sont les plus proches de pixels shift ou bien le point clé qu'on a détecté. Donc maintenant, pour construire l'histogramme, on va se baser sur ce qu'on appelle normalement les bins. D'accord? Donc là, on va se baser sur les bins. Voilà, les bins. En fait, les bins, en fait, ce sont le nombre en fait, d'orientation qu'on va prendre. Donc, supposons que j'ai ici un cercle. D'accord? Donc là, je peux prendre, si je prends par exemple 4 bins,
c'est-à-dire tous les pixels ou bien tous les vecteurs qui sont là, dans cet intervalle-là, je vais normalement les mettre dans ce niveau-là. Donc là, je suppose si j'ai 4 bins par exemple, donc là j'ai un histogramme qui est normalement créé par 4 en fait orientations. D'accord? Donc une orientation dans ce sens-là, une orientation dans ce sens-là, une orientation dans ce sens-là, une orientation dans ce sens-là. D'accord? Donc là, tous les vecteurs dont l'angle se trouve dans normalement ce cadran-là, je vais normalement l'attribuer à, normalement je vais normalement augmenter le vote dans ce sens-là, etc. D'accord? Si j'augmente par exemple, si je prends le 8 bins par exemple, si je prends 8 bins, d'accord? Donc là, dans ce contexte-là, je vais normalement diviser, je vais pouvoir diviser en fait ce cadran normalement sur 2. D'accord? Donc ça c'est normalement, ça c'est 1, ça c'est 2, d'accord? Ça c'est 3, 4, 5, 6 jusqu'à 8 par exemple. Et là finalement c'est ça ce qu'on peut trouver par exemple. Ça c'est normalement, ça c'est 8 bins. D'accord? Donc là, j'ai dans ce sens-là, j'ai dans ce sens-là, j'ai dans ce sens-là, etc. Et là, je vais cumuler. D'accord? Donc là, je vais cumuler. Donc là, je vais voir normalement les vecteurs. Ça se trouve dans quel morceau. Et là, je vais normalement, je vais cumuler tous les vecteurs qui se trouvent dans ce morceau-là. Je vais les cumuler ici. Bien sûr, tout en ajoutant, bien sûr, en faisant le cumul avec les poids qu'on a calculés, avec la norme et le terme qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, on donne plus d'importance aux pixels qui sont proches, au lieu de donner des pixels qui sont loin normalement, du point shift. D'accord? Voilà, donc là, finalement, j'aurai ça. Donc là, pour chaque point shift, j'aurai un vecteur caractéristique qui va le caractériser. Voilà, donc là, si je prends par exemple un voisinage de 16, 16, d'accord, pixels autour d'un point clé, d'accord, donc là, supposons que là, j'ai une image, d'accord, et là, je détecte ici un point clé, ça c'est un point shift, d'accord, donc supposons je vais prendre un voisinage de 16 fois 16, d'accord, donc ça c'est 16 fois 16, divisé en 4, normalement on sous-bloc de 4, 4. Donc là, je vais diviser en 4, 4. Voilà. Donc finalement, j'aurai normalement 4 fois 4 blocs. Voilà. Là, si je veux calculer les histogrammes sur 8 bins, d'accord, les orientations qu'on a parlé tout à l'heure. Donc là, ici, on parle d'une quantification des orientations. On ne parle pas de toutes les orientations, je vais quantifier les orientations. Chaque échantillon étant pondéré par la norme du gradient, la norme qu'on a parlé tout à l'heure, et la fonction gaussienne. Ça, c'est le point. L'orientation sur chacun de ces voisinages. Donc là, le descripteur contient 16 histogrammes, parce que normalement, chaque bloc, je vais calculer, normalement, je suppose que le point shift, c'est ça. D'accord? Ça, c'est le point shift. Donc là, je prends normalement 16 pixels. D'accord? Ça, c'est 16 pixels. Ici, c'est 4 x 4, c'est 16. 4 x 4, c'est 16. Et normalement, je vais prendre 4 blocs. D'accord? Donc là, chaque bloc, elle est normalement codé sur 8 bins. Donc au total, combien la dimension de mon vecteur caractéristique, c'est quoi? En fait, là, je vais prendre ici, ça va donner en fait ces 8 bins. Donc là, je vais multiplier en fait 8 bins multiplié par 16 blocs. Donc ça va donner en fait un total de 128 en fait
comme dimension de mon vecteur de descripteur. Donc là, pour chaque point clé, donc là, je vais normalement calculer en fait un vecteur caractéristique de dimension 128, bien sûr si je prends 16 x 16 avec 4 blocs, 4 x 4 pour la taille des blocs. Bien sûr, si j'augmente les voisinages, bien sûr ça augmente normalement le vecteur caractéristique, ça c'est normal. Et si j'augmente le vecteur caractéristique, ça pourrait en fait ralentir l'exécution. En fait, ça va augmenter les performances, mais en contrepartie, ça va ralentir en fait l'apprentissage de mon modèle. Donc là, par suite, on peut procéder à faire une normalisation, d'accord, et un seuillage, puis un renormalisation. Justement, ça c'est pour faire face au problème de la luminance. D'accord? Pour faire face au problème de changement de luminance. Un vecteur caractéristique, comme je viens de signaler donc, au début, ça devrait être invariant vis-à-vis la rotation, ça devrait être invariant vis-à-vis en fait le changement d'échelle, et ça devrait être invariant vis-à-vis en fait la luminance. Voilà, donc un autre type normalement un autre vecteur caractéristique, ce qu'on appelle le local binary pattern. En fait, ce local binary pattern a été initialement conçu pour les textures. Voilà, je souligne ça parce que au départ, lorsque il était inventé, c'était normalement pour traiter les problèmes de changement des textures. Elle est très simple à concevoir, donc là on va le voir tout à l'heure, mais donc après, normalement, il s'est avéré qu'elle est efficace même dans même dans la classification, et surtout on l'utilise pour le visage. Donc là, lorsque normalement on veut détecter les variations qui sont très normalement fines, donc c'est très robuste normalement pour la reconnaissance des visages, et donc là assez souvent on utilise le LBP pour la reconnaissance en fait des visages. D'une manière pratique, le LBP c'est normalement c'est binary pattern, c'est binaire, donc là c'est binaire. Donc ce que nous allons faire, c'est que on va attribuer du poids binaire, c'est-à-dire ça c'est 2 à la puissance 0, d'accord, ça c'est 2 à la puissance 1, ça c'est 2 à la puissance 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7. D'accord? Et là, je prends le pixel central, donc ici le 6, et je vais comparer en fait les voisins de ce pixel central avec ses voisins, le pixel central avec ses voisins. Et du coup là, si normalement elle est supérieure ou égale au pixel central, donc là je vais attribuer 1 dans ce contexte-là. Si c'est inférieur, là je vais attribuer 0, tout simplement. Donc ça c'est 0. Donc ça c'est 0, ça c'est 1. Et ainsi de suite. D'accord? Donc là, je vais normalement calculer. Et par suite, normalement, pour calculer, pour avoir une valeur ici, normalement de LBP, bien sûr, la valeur, ça devrait être comprise entre 0 et 255. Bien sûr, là, même si, donc là, dans les pires de cas, si j'ai ici 1 au total, donc là, si normalement je rassemble ces termes-là, je vais avoir 255. Donc là, toujours la valeur, elle est comprise entre 0 et 255 en fait. Donc là, le LBP, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais multiplier ça, le 1, avec la valeur de 8. Donc c'est 1 ici. Donc ici, vous avez ici, c'est 0. Donc là, je ne vais pas prendre en considération. Mais ici, vous avez le 1 x 16. Le 1 x 32 x 64. Normalement, 128. Donc là, si je rassemble, je vais avoir une valeur de 241. Donc ici, donc là, j'aurai une valeur de 241 ici comme valeur de LBP. Je peux calculer une autre valeur C. Donc là, on peut l'utiliser aussi. Donc là, je vais calculer la moyenne des valeurs qui sont
normalement est égal à 1. Donc ici, donc là je prends, dans ce contexte-là, je prends ces valeurs-là. Le 6, le 7, le 9, hein, le 8 et le 7. Et là je la divise sur 5 et je vais la soustraire par rapport aux valeurs qui sont inférieures normalement, les valeurs normalement qui est égale à 0, qui correspond aux valeurs 0. Donc là je vais faire la moyenne. Et là je calcule en fait le C. Donc aussi c'est un indicateur que je pourrais utiliser par suite. Donc là, je me fixe maintenant sur le LBP, cette valeur-là, qui est comprise entre 256. Bien sûr, là, je peux utiliser une forme rectangulaire, les voisins, donc avec un bloc rectangulaire. Je peux l'utiliser, même principe, hein, avec normalement une forme circulaire. D'accord? Donc là, si je prends par exemple ici le 70, hein, je vais normalement, je commence ici. Donc là, je vais prendre normalement ça, je vais faire donc là pour la forme circulaire. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, je vais calculer en fait, le G de P moins G de C, 2 à la puissance P. D'accord? Est égal à 1, c'est supérieur à 0, est égal à 0, normalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la différence entre ça et ça. Donc là, je fais 62 moins 70, ça va donner moins 8. D'accord? Et je fais 47 moins 70, ça va donner donc moins 23. Et ainsi de suite. Là, normalement, je calcule les valeurs pour les autres. Et par suite, là, je vais normalement donner, ça c'est 0, c'est négatif. Hein, c'est négatif, c'est 0. C'est positif, c'est 1. La différence, c'est positif, c'est 1. D'accord? Et par suite, là, je vais faire la même chose. Donc là, je commence, ça c'est normalement, ça c'est le 2 à la puissance 0. Je commence ici, c'est le 2 à la puissance 0. D'accord? Donc là, ici, vous avez c'est 2 à la puissance 1. Donc là, je vais aller dans le sens de l'aiguille de la montre. Donc ça, c'est 2 à la puissance 0. Ça, c'est 2 à la puissance 1. Et ainsi de suite. D'accord? Et je calcule, en fait, la valeur. Donc ça, c'est normalement, ça, c'est le cas circulaire. Bon, finalement, donc là, si je prends, par exemple, un visage, hein, donc là, si je calcule le LBP, donc là, je vais prendre, pardon, donc là, je vais prendre ici chaque fenêtre, hein, et je fais le calcul, hein, et je prends normalement la valeur, hein, la valeur calculée, donc normalement c'est l'image LBP. Donc par suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer l'histogramme LBP. Bien sûr, là, on a dit que les valeurs de LBP, normalement, elles sont comprises entre 0 et 255. Donc ici, la valeur c'est 255, 255 ici. Donc ça, c'est 255. D'accord? Et là, je vais normalement calculer l'histogramme tout court. L'histogramme, donc là, je vais compter pour 0, combien de 0 ici, combien de 1, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on va calculer l'histogramme de LBP. Mais sachez que normalement, on peut normalement utiliser des blocs pour calculer le LBP. C'est-à-dire là, on peut se servir, au lieu de calculer le LBP sur l'image entière, on peut normalement l'utiliser sur des blocs. Et chaque bloc, ça va nous donner donc là un histogramme. D'accord? Et finalement, on va concaténer les histogrammes pour générer en fait l'histogramme, le feature histogramme. Maintenant, ça c'est le vecteur caractéristique. Le vecteur caractéristique, normalement pour le LBP, c'est l'histogramme. Ça, normalement, si je veux normalement le faire dans le cas de l'image, par exemple. J'ai par exemple une image dans laquelle j'ai par exemple un visage et je vais faire reconnaître le visage. Donc là, je vais faire utiliser le LBP. Mais dans le contexte de la vidéo, donc il y en a donc une autre dimension qui s'ajoute, c'est
en fait, c'est le temps. C'est pour cela qu'on parle de LBP top. LBP top, c'est le LBP, 3 Orthogonal Planes. C'est-à-dire là, les trois plans orthogonaux, hein, le XY, le XT et le YT. D'accord? Donc là, au lieu de calculer normalement le LBP sur le XY tout court, on va ajouter le XT et le YT. C'est-à-dire là, on va former un histogramme, hein, en se basant sur les trois plans orthogonaux. D'accord? Alors, si je prends par exemple une personne qui marche dans la vidéo, donc je suppose ça c'est la vidéo, c'est pas une image, ça c'est une vidéo. Donc là, si je prends le XY plane, bien sûr, donc là je vais observer l'onde qui va se déplacer dans ce sens-là. Hein. Mais si je prends le X de t, donc là j'aurai normalement des valeurs comme ça. Le Y de t, j'aurai une valeur comme ça. Donc là, je vais calculer le LBP dans les trois plans orthogonaux. Et ça va, normalement, je vais concaténer les trois, en fait, les trois histogrammes pour former donc un histogramme final. Donc là, normalement, en général, c'est comme ça qu'on le fait. Donc là, supposons que j'ai ici donc là des séquences de frames originales dans laquelle j'ai en fait des personnes. Donc la première des choses, donc là, on va détecter le visage. D'accord? On détecte le visage. On peut utiliser le hair-like pour détecter le visage. Et après, donc là, on va calculer le LBP top dans les trois plans orthogonaux. Et on va normalement les concaténer pour faire passer les histogrammes à un classifiant. D'accord? Donc là, les histogrammes, ce sont les points d'entrée vers mon classifiant. Aussi, je peux normalement me servir de paramètre C qu'on a calculé, donc qu'on a vu tout à l'heure au départ, le paramètre C. Et cette application, ça permet en fait d'estimer en fait l'âge des visages ici détectés. Donc là, vous voyez bien que normalement, ça permet en fait de classifier ces visages-là suivant les tranches d'âge en se basant sur le LBP et le coefficient C qu'on a vu tout à l'heure. Et là, vous pouvez revenir sur cette publication-là, normalement qui était publiée en 2012. Vous pouvez revenir sur, normalement c'est une conférence. D'accord? Donc ça c'est une application réelle normalement de la reconnaissance voilà, de l'âge des personnes. À travers par exemple une image ou bien dans ce contexte-là, normalement dans cette application-là, c'est au niveau de l'image et non pas de la vidéo. On a utilisé juste le LBP. Donc là, une variance de LBP. Voilà, donc un autre type de vecteur caractéristique très utilisé aussi, c'est le ROG. Donc là, on utilise très souvent. Et le ROG, en fait, normalement, c'est le histogramme orientation gradient. Normalement, c'est l'histogramme de gradient orienté. Donc ça permet en fait normalement de calculer un vecteur caractéristique en se basant sur les informations sur les contours. D'accord? Et non pas sur la forme. Donc là, on se base sur les informations de contours. Et en se basant sur l'information du contour, je pourrais en fait reconnaître en fait les objets. Donc là, pour utiliser ce vecteur caractéristique, normalement, on a des démarches à faire. Donc la première, on peut faire la normalisation de gamma et de couleur. Donc ça, c'est un traitement qu'on peut faire au départ. Par suite, on va passer comme deuxième étape, on passe vers le calcul des gradients. Et donc là, on a vu que pour calculer le gradient, on peut utiliser beaucoup normalement de filtres.
D'accord? Que ce soit de Prewitt, de Sobel, on peut même utiliser en fait d'autres filtres, hein. Voilà, après, donc là, on va cumuler, donc en fait, on va cumuler une fois que on a par exemple, ici je suppose que ça c'est mon image, et ça c'est normalement, ça c'est le edge qu'on a, le contour qu'on a détecté, hein. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer en fait normalement les poids des votes pour le gradient d'orientation over sur normalement sur les cellules spatiales. Ça veut dire quoi en fait? Ce que normalement je vais faire, je vais normalement pour chaque partie, donc normalement pour chaque partie de l'image, je vais diviser, bon, supposons là, je vais diviser mon image sous forme de blocs. Hein? D'accord? Donc là, pour chaque bloc, en fait, pour chaque bloc, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je prends ce bloc-là. Pour chaque bloc-là, je vais normalement calculer, en fait, les poids, hein, des votes. Et donc là, pour calculer le poids, en fait, on va calculer les orientations, le tangente -1, parce que là, j'ai normalement un gradient suivant le x et un gradient suivant le y. Et là, je peux calculer l'angle, le θ, et je vais calculer la norme. D'accord? Donc, en se basant sur l'orientation et la norme, je vais construire en fait mon histogramme. Mais donc, maintenant, la question qui se pose, c'est combien de bins doit-on figurer dans l'histogramme? Est-ce que le choix des bins, en fait, les bins qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que normalement ça diffère ou non? En fait, ça diffère. Donc là, si je prends par exemple la figure qu'on voit tout à l'heure, donc ici vous avez le false positive. False positive, je vous rappelle que normalement ça c'est prédit positif, mais c'est faux. D'accord? Donc là, le modèle a prédit que ça normalement c'est positif, mais en fait c'est faux. Avec en fait le taux par exemple ici normalement d'échec. Voilà. Donc là, vous voyez bien que le choix de bin, donc là si je prends ici le 9, hein, en noir, d'accord? Donc là je vais comparer par exemple ici 18 par exemple, l'orange, avec le vert, le 6 bin. Donc là, on voit bien que ça donne plus d'erreurs. Donc là, si je domine en fait, si j'augmente le nombre de bins, ça va donner en fait moins d'erreurs, ici moins de taux d'erreur, que normalement si je choisis par exemple 6. Voilà. Et normalement, même aussi, donc là, est-ce que normalement on devrait avoir des gradients orientés ou bien non orientés? Ça veut dire, est-ce que je vais calculer le gradient de 0 jusqu'à 180? Et là, je ne vais pas normalement prendre en considération les vecteurs négatifs, ou bien je vais prendre en considération les vecteurs négatifs et je calcule le gradient sur 360 degrés. Voilà, donc là, si je prends par exemple une comparaison entre le 9 ici, le bin 9 et le bin 18, mais ça c'est calculé sur 0 jusqu'à 180, c'est-à-dire là, normalement je ne prends pas en considération les valeurs négatives, les orientations négatives, et là je prends en considération les orientations négatives. Donc là on voit bien que c'est pratiquement la même chose. Donc là si je compare le noir avec l'orange, donc c'est pratiquement, ça donne la même chose. D'accord? Donc là, on peut réfléchir sur ce sens-là, c'est-à-dire là, diminuer le nombre de bins, mais en contrepartie, je vais prendre uniquement les positifs, ou bien augmenter, je prends les positifs et les négatifs, les orientations positives et les orientations négatives. Donc là, comment sélectionner les poids? Et là, je vais calculer, bien sûr, les poids sont bien sûr là, lorsque je vais calculer le vote, bien sûr, elle est pondérée par des poids. Et bien sûr, là, les poids sont calculés en se basant sur la norme qu'on a vue tout à l'heure, donc en se basant sur le Vx et le Vy, l'orientation vers le x et l'orientation vers le y de notre gradient. Et bien sûr, quelle est la taille du bloc
qui devrions utiliser. Bien sûr, là, pour les blocs qu'on va utiliser, donc là, ça, normalement, ça diffère aussi. Donc là, pour le taux normalement d'échec ici. Donc là, si vous voyez, donc là, les blocs qu'on utilise et les cellules par rapport aux cellules. Donc là, normalement, vous voyez bien que ça donne de bons résultats, hein, c'est-à-dire moins d'erreurs si je prends par exemple des blocs de taille 3, 3, 2, 2. D'accord? Et c'est-à-dire de bloc 3, 3, c'est-à-dire là, je divise l'image sur 3, 3 ou bien 2, 2. D'accord? À l'instar, si normalement je prends l'image entière et je calcule le log sur l'image entière, ça donne plus d'erreurs. D'accord? Et même les cellules internes, d'accord? Donc là, normalement, combien de cellules en interne de chaque bloc? Normalement, ça donne, normalement pour le 8, 8, 6, 6, ça donne moins d'erreurs. Voilà, donc ça, je montre ça, c'est justement pour vous dire que les paramètres, les choix des blocs, les choix de la cellule, le choix de bin, etc., normalement, ça vaut pour un vecteur caractéristique. Normalement, ça change le taux d'erreur dans la classification. Et bien sûr, finalement, il faut normaliser, comme pour le SIFT, c'est la même chose. Donc là, il faut normaliser et normalement faire un suyage. D'accord? Et par suite faire une renormalisation. Et ça permet en fait d'éviter le problème de changement d'éclairage. Donc là, on peut utiliser la norme L1, normalement la racine de norme L1, la norme L2, la norme L2 ici, etc. Donc là, pour le bloc, je reviens sur les blocs. Hein. Les blocs, je peux utiliser des blocs en fait rectangulaires, comme je peux utiliser là des blocs circulaires. D'accord? Voilà, donc là, normalement, on peut trouver ces deux variances. Hein, normalement, c'est le même truc lorsqu'on a vu en fait le SIFT. Hein. Donc, si je prends par exemple cette image-là, je calcule le gradient. Et à base de ce gradient-là, si je prends par exemple normalement ce bloc-là, hein, et normalement je prends normalement ces 4 cellules, en fait le vecteur caractéristique de ce bloc-là, normalement vous auriez 4 vecteurs caractéristiques. Donc si je prends par exemple normalement cette cellule-là, normalement ça va donner en fait normalement un vecteur. Donc ici normalement c'est codifié sur 8 bins, c'est quantifié sur 8 bins, et là je vais calculer la magnitude, la norme, et je vais calculer l'angle. D'accord? Et finalement, je vais normalement, à base de normalement ces magnitudes-là, ça va normalement, on va calculer le vote d'une manière pondérée, hein, en se référant sur en fait les poids qu'on a ici. D'accord? Donc là, lorsque je vais faire la cumulation, le nombre de fois, hein, normalement, qu'on a par exemple, l'angle, ça se trouve entre 100 et 119 par exemple. Là, lorsque je vais cumuler, hein, je vais normalement pondérer par un coefficient ici. D'accord? Donc, relativement ici, ça c'est plus grand. Donc là, ici, normalement, il se peut qu'on a par exemple moins de votes que celui-là ici, mais normalement c'est remonté dû à normalement que ici on a par exemple un poids qui est plus ou moins élevé ici. Voilà, donc ça c'est un exemple de ROG. Ici, donc on voit que normalement, en se déplaçant, on peut normalement voir que le gradient, on peut calculer le gradient. Et ici, donc là, on a utilisé donc une méthode basée sur le SVM, Machine Learning, pour choisir en fait le gradient les plus pertinents. Ça donne ici les gradients les plus pertinents dans ce contexte. Voilà, donc comme tout à l'heure pour le LBP, pour le HOG, aussi, donc là on peut l'utiliser dans le contexte de la vidéo. Et là on va faire l'extension, le HOGTOP, Octagonal Plane. Et c'est la même démarche qu'on a utilisée tout à l'heure.
Donc là, au lieu de calculer le hog sur le xy, hein, que normalement je peux l'utiliser pour le contexte de l'image, hein, je peux normalement faire l'extension dans la vidéo, dans le temps. D'accord? Et j'aurai trois plans en fait, le plan XY, le plan XT et le plan YT. Et dans ce contexte-là, je vais calculer le hog, hein, dans les trois plans. Et finalement, je vais concaténer en fait normalement les trois histogrammes pour former un histogramme final. Voilà, un autre vecteur descripteur, mais cette fois-ci on va tirer profit normalement le vecteur caractéristique, le hog, et on va normalement rajouter, on va renforcer ce vecteur par un autre vecteur de caractéristique, c'est le hof. Donc là, le hof c'est pour le flow optique qu'on a vu la dernière séance. C'est-à-dire là, on va se baser sur le mouvement. D'accord? Donc là, on va se baser sur le gradient, le hog, et le flow optique. Donc là, le hog, c'est pour l'histogramme de gradient orienté, le hof, c'est pour l'histogramme de flow optique. D'accord? Donc là, le flow optique, on a vu la dernière séance que ça donne en fait un vecteur, normalement, pour chaque pixel, ça va donner normalement un vecteur de vitesse, c'est-à-dire soit suivant x et suivant y, le u et le vu qu'on a donné tout à l'heure, normalement qu'on a vu la séance dernière. Et donc à partir de ça, je peux normalement calculer en fait, c'est la même démarche pour calculer l'histogramme de gradient. Je vais calculer l'histogramme de flow optique. D'accord? Et donc là, je vais choisir le nombre de beams, et là je vais calculer les vecteurs en se basant sur l'orientation des vecteurs et en se basant aussi sur le poids aussi. Voilà, et là lorsque je calcule en fait l'histogramme de flow optique, hein, je vais normalement, parce que là je travaille sur un domaine 3D maintenant, donc surtout normalement ce vecteur descripteur on l'utilise assez souvent lorsqu'on a des mouvements, lorsqu'on veut caractériser des gestes, des mouvements. Par exemple, la frappe du joueur, etc. Donc là, un geste d'un joueur, par exemple. Là, si je prends par exemple normalement cette partie-là de l'image, d'accord. Donc là, je vais normalement utiliser un patch 3D dans normalement le X, Y et le T, le temps, dans la vidéo. Et là, je vais calculer en fait le hog, hein, et le hof, hein, en se basant sur le vecteur normalement des vitesses. D'accord? Et là, finalement, je vais par exemple, si je vais utiliser par exemple 5 beams dans l'histogramme de flow optique, d'accord? Donc là, ici, j'ai trois cellules. Multiplié par 3 cellules, c'est 9 cellules. D'accord? 3 fois 3. Multiplié par 2, normalement, j'ai 2 cellules dans le temps, la troisième dimension, multiplié par 5 beams. Donc là, j'aurai donc un vecteur caractéristique avec cette taille-là. Et la même chose pour le hog. Donc toujours c'est 3 fois 2. Donc si j'utilise le même bloc, si j'utilise par exemple le 4 beams, j'aurai un autre vecteur caractéristique. Ça veut dire là, je pourrais avoir deux vecteurs caractéristiques, ce n'est pas forcément de la même dimension. C'est-à-dire là, je peux avoir des vecteurs caractéristiques avec des dimensions différentes. D'accord? Mais finalement, ce que je vais faire, je vais concaténer en fait les deux vecteurs pour former un vecteur caractéristique final. D'accord? Voilà, donc là, en général, donc là, c'est pour normalement réduire le temps de calcul, je peux utiliser en fait, je peux me servir de quelques points caractéristiques, par exemple des points Swift, des points Harris par exemple. Je peux détecter quelques points caractéristiques. Et à partir des points caractéristiques, là, je vais calculer le hog et le hof sur uniquement, hein, les voisinages de ces points caractéristiques. D'accord? Ça permet en fait de diminuer considérablement le temps de calcul et ça va donner un vecteur caractéristique. Je peux normalement utiliser par exemple le LBP
Et là, dans ce contexte-là, je peux utiliser le LBP top dans le contexte de la vidéo et ça va donner un autre vecteur caractéristique. Sachez que je peux concaténer plus qu'un vecteur caractéristique pour augmenter la robustesse de notre modèle. Bien sûr, il faut toujours prendre en considération que normalement, tant que je donne plus de vecteurs caractéristiques, tant que mon classifieur va trouver énormément de difficultés, je vais plutôt augmenter la complexité de mon classifieur et ça va par conséquent augmenter le temps de calcul et ça pourrait même augmenter le taux d'erreur même. Donc là, si je fais plusieurs vecteurs caractéristiques, pas forcément, je vais avoir plus normalement de précision. Bon, à l'inverse, je pourrais avoir moins de précision. Donc ça reste normalement à trouver un compromis entre normalement la taille du vecteur de caractéristiques et le choix de combien de vecteurs de caractéristiques je pourrais utiliser pour faire normalement la classification. Mais bien sûr, normalement, je peux se servir d'une technologie donc normalement très sophistiquée pour réduire la dimension de mon vecteur caractéristique. Et bien sûr, ça c'est absolument intéressant de faire la réduction de dimensionnalité parce que normalement ça va nous aider normalement à entraîner d'une manière rapide et efficace notre modèle. Donc là, on peut utiliser ce qu'on appelle le bag of words. Bag of words, c'est-à-dire là, j'ai plusieurs vecteurs caractéristiques. Donc là, ce sont les vecteurs caractéristiques d'apprentissage. Et là, je peux faire normalement un groupement en utilisant donc un clustering K-means. Donc c'est-à-dire là, je peux faire un regroupement préalable normalement de vecteurs caractéristiques. Et là, je vais normalement pour chaque vecteur caractéristique, je vais lui assigner au centre le plus proche. Donc là, si je prends un vecteur caractéristique, je vais lui assigner normalement au centre le plus proche. Ici, par exemple, j'ai 5 groupes. Voilà. Donc là, 5 groupes, ça va donner, en fait, je vais normalement calculer combien de vecteurs caractéristiques dans le groupe A, dans B, C, D. Et donc là, au lieu de passer tous les vecteurs caractéristiques, je vais normalement utiliser ce vecteur caractéristique qui est bien réduit pour faire la classification. Voilà, ça c'est le bag of words. Je ne vais pas vous demander de faire maintenant donc, un atelier, mais cette fois-ci, donc là, j'aimerais bien qu'on se focalise sur un mini-projet pour normalement pour le module. Voilà, donc chaque étudiant est amené à faire son propre mini-projet. Maintenant, normalement, on va exploiter de cette phase de confinement. Vous aurez donc pleinement le temps pour faire normalement des mini-projets. Et bien sûr, normalement, j'aimerais bien faire un mini-projet qui est proche de l'application que je vous ai partagée avec vous dans le groupe de WhatsApp. Ça veut dire que j'aimerais bien avoir ou bien générer donc un modèle qui va reconnaître les visages des étudiants. Donc là, on va se limiter des étudiants. Et pour cela, vous allez normalement, chaque étudiant devrait capturer plusieurs images. On peut prendre par exemple de taille 128 pour standardiser, avec plusieurs profils. Donc là, on peut changer les profils. Chaque étudiant, on peut faire par exemple 10-20 images, d'accord, avec plusieurs profils. Et là, normalement, on aurait donc finalement une base de données qui est étiquetée. C'est-à-dire chaque dossier, vous allez mettre normalement un certain nombre d'images ou bien un certain nombre de vidéos. Donc, normalement, le projet, vous avez le choix d'utiliser comme entrée soit des images, soit des vidéos. L'essentiel, c'est que normalement, vous auriez normalement une base de données qui est étiquetée par les noms des étudiants. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est que on va adopter le LBP top parce que c'est très utilisé dans le contexte du visage. Donc là,
on aurait donc une séquence d'images, si je prends par exemple le cas de la vidéo. Donc là, le premier traitement qu'on va faire, on va utiliser le hard like, d'accord? Et le hard like, on va l'utiliser pour la détection tout d'abord du visage. On va pas se focaliser sur les informations qui l'entourent. Donc là, on va se focaliser uniquement sur le visage. Et dans le cas de la vidéo, on peut calculer le LBP top, ou bien on peut calculer le LBP dans le cas de l'image. Donc là, on peut calculer le LBP top. On concatène les histogrammes et on va utiliser un classifieur, comme par exemple le SVM ou bien le réseau de neurones, pour faire la reconnaissance. Et donc là, ce que j'aimerais bien avoir comme résultat, j'aimerais bien avoir donc normalement un programme complet dans lequel ça capture la vidéo. Et lorsque normalement lorsque la vidéo détecte 2, 3, 4 personnes, pas forcément donc une seule personne, donc il serait capable de étiqueter chaque personne et lui donner par exemple le nom de chaque étudiant, d'accord, entre vous. Voilà, donc là, ça, normalement, ça, c'est l'application que normalement vous allez travailler avec. Bien sûr, vous auriez donc une autre séance, la dernière séance, je vais normalement vous présenter le deep learning et l'utilisation de deep learning dans le contexte de l'image et dans le contexte de la vidéo. Bien sûr, le projet que je vais donner, c'est un projet que normalement à choisir. C'est-à-dire là, vous auriez à choisir entre faire normalement à commencer à faire avec la reconnaissance en utilisant l'extraction manuelle du feature, ou bien normalement l'extraction automatique en se basant sur le deep learning qu'on va voir la séance prochaine. Donc ça serait le même projet, c'est à vous de choisir entre ces deux. Donc merci pour le suivi et à très bientôt.